Bonjour à tous. Donc, je vais faire la présentation en français ou en belge, pardonnez-moi. Et les diapos seront en anglais et bien évidemment, je serai heureuse de répondre à des questions en anglais aussi. Je suis très heureuse d'être ici et un peu intimidée aussi parce que je suis responsable de ce programme, le programme à destination des écoles, depuis 3 ans. Et il y a des intervenants dans cette salle qui ont créé le programme Volet fruits et légumes déjà en 2009. Donc, ils connaissent beaucoup mieux que moi. Mais comme je comprends que la salle l'audience est un peu mixte, je vais vous donner un aperçu du programme qui vise... qui consiste dans la distribution de fruits, légumes et lait dans les écoles hors repas scolaires réguliers. Donc nous intervenions normalement pour remplacer à la récré ou à la collation. Donc c'est un programme de l'Union européenne qui finance la distribution de fruits et légumes dans les écoles comme partie d'un programme éducationnel plus ample qui vise à reconnecter les enfants à l'agriculture et encourager des habitudes alimentaires saines dans un moment auquel les habitudes alimentaires sont en train d'être formées. L'Union européenne intervient avec 250 millions d'euros par année scolaire, dont une enveloppe de 150 millions d'euros pour les fruits et légumes et 100 millions pour les laits, avec la possibilité de faire des transferts par les États membres qui participent en fonction de leurs besoins et nécessités. C'est un programme qui fonctionne avec un cadre juridique unique depuis l'année scolaire 2017-2018, un cadre juridique qui a fusionné deux programmes qui existaient précédemment, le programme fruits et légumes dans les écoles et le programme lait dans les écoles, qui s'était développé tout au long du temps avec des règles de gestion et de financement différents. Donc la réforme visait à simplifier et aussi à augmenter l'efficacité par rapport à l'expérience et aux leçons apprises dans l'évaluation de ces programmes. Plusieurs intervenants dans cette salle et pas mal d'intervenants du secteur fruits et légumes avaient des perplexités sur la réforme. Donc mettre ensemble les fruits et légumes dans les écoles et le lait dans les écoles avait donné quelques problèmes parce qu'on pensait qu'avec ça, on tirerait vers le bas un programme qui avait été ambitieux et pionnier. Donc, je vais essayer de donner quelques aperçus de l'évolution du programme et dans quelle mesure nous avons pris en compte l'expérience acquise. Donc, l'Union européenne avait financé un programme fruits et légumes dans les écoles, grâce aussi à des personnes qui sont dans cette salle, depuis 2009. Tout au long du temps, son succès avait augmenté. Donc, dans la dernière année de mise en œuvre du programme, 2016-2017, 24 pays y avaient participé. Tous, sauf le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède, en raison d'un système parallèle, soit de programmes dans les écoles, le Royaume-Uni, soit de repas scolaires gratuits en Suède et en Finlande. Donc 24 pays avaient participé au programme qui avait atteint 12 millions, plus que 12 millions d'enfants dans 79 000 écoles à l'intérieur de l'Union européenne, avec une distribution de 74 000 tonnes de fruits et légumes, pratiquement presque tous fruits et légumes frais.
il y a une partie, selon les statistiques, les rapports d'évaluation, de suivi des États membres font état d'un pourcentage de 7% de jus comporte au purée de fruits. Une première évaluation avait été faite faire par la Commission en 2012 et à ce moment-là, c'était trop tôt pour tirer des conclusions sur le programme. On avait constaté le potentiel du programme à affecter les connaissances et les attitudes, et in fine la consommation de fruits et légumes par les enfants, mais il fallait renforcer la dimension stratégique de ce programme et il fallait surtout renforcer les mesures pédagogiques d'accompagnement à la distribution de fruits et légumes, ainsi que potentier le suivi et l'évaluation du programme, parce qu'à l'époque, on disposait que de très peu de données et seulement en termes d'enfants, pratiquement que d'enfants participant au programme ou de quantité. Donc on savait relativement peu sur l'effet en termes de consommation à l'école et à la maison. Les États membres qui ont participé au programme ont produit des rapports d'évaluation plus récemment, en 2017, qui sont disponibles dans le site Europa. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus en détail, je ne peux pas, dans les 15 minutes, donner un aperçu de ce programme, mais ils sont disponibles dans la page web d'Europa. Donc, la plupart des rapports d'évaluation des États membres montrent une augmentation de la consommation des fruits et légumes des enfants à l'école. Ce qui n'était pas tellement évident, je veux dire, donc les enfants reçoivent les fruits et légumes et ils les mangent en général. Il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés et l'effet de groupe qui a été mentionné par plusieurs intervenants ici semble être un des leviers les plus importants, donc les enfants qui regardent les autres manger des fruits et surtout des légumes qu'ils ne connaissent pas, ça s'avère un levier très puissant. Donc la plupart des rapports montrent une augmentation de la consommation de fruits et légumes à l'école. Les résultats en termes de consommation à la maison, ou plus en général sur un impact plus à long terme, donc le bilan est plus partagé. Quelques rapports d'évaluation effectivement concluent à une augmentation statistiquement significative de la consommation de fruits et légumes des enfants aussi à la maison. C'est par exemple le cas de la Pologne, qui par ailleurs a fait aussi un poster que j'ai vu dans cette salle. D'autres cas ont été aussi signalés, si pas pour tous les enfants participants en termes de sexe, par exemple, les garçons plus que les filles, ou en termes de plus fruits que légumes, qui reste un peu plus difficile à consommer à l'école, ou parfois en termes de classe ou école plus vulnérables. Donc, dans d'autres cas, on n'a pas observé des résultats statistiquement significatifs en termes de fréquence ou de quantité consommée par les enfants à la maison. Mais ceci étant dit, les résultats positifs qui ont été signalés ne devraient pas, à mon avis, être sous-estimés. Par rapport aux mesures éducationnelles, qui, dans un premier temps, étaient prévues comme obligatoires, mais pas cofinancées par l'Union européenne, et seulement dans un deuxième moment cofinancées aussi par l'Union européenne, la plupart des rapports concluent à leur efficacité, dans la mesure où ces mesures étaient dessinées, conçues et mises en œuvre comme prévu. Où ces mesures sont conçues et mises en œuvre de façon
adéquate, elles ont vraiment un potentiel pour améliorer les connaissances des enfants par rapport aux variétés de fruits et légumes et par rapport aux bienfaits d'une alimentation saine. Combien de portions, quelles portions? Ça semblerait banal, mais pas mal d'enfants, pas mal de familles, pas mal d'enseignants, pas mal de directeurs des écoles ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire 5 portions de fruits et légumes par jour. Si on gratte un peu, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis. Donc, ces mesures qui accompagnaient la distribution de fruits et légumes étaient jugées en général comme positives pour la connaissance et pour l'attitude et, in fine, pour les tendances de consommation des enfants. Pas mal de recommandations ont été faites pour augmenter la fréquence de distribution de fruits et légumes ou la durée, parce que parfois c'était trop petit pour avoir une exposition des enfants à des fruits et des légumes pour avoir un impact, et ou la diversité de l'offre. Il y avait un pays, la Roumanie, dans lequel les enfants recevaient uniquement des pommes. À un certain moment, les enfants étaient fatigués et ils ne mangeaient plus de pommes, donc les programmes n'attendaient pas le but affiché. Recommandation de pratiquement tous les rapports d'évaluation impliquaient les parents de façon plus systématique dans les mesures pédagogiques et ou dans les mesures d'information et communication, améliorer les mesures d'information et communication et réduire dans la mesure du possible le poids et le coût d'administration du programme. Donc voilà ce qu'on a vu. La réforme qui met ensemble les deux programmes a essayé de prendre en compte ces recommandations. Donc d'abord, les États membres présentent à la Commission des stratégies multiannuelles, dans ce cas de 2017 à 2023, avec les choix de fonds, quels sont les besoins en termes de consommation de fruits, légumes et de lait, quels sont les objectifs à atteindre en fonction de la situation affichée, s'il faut augmenter la consommation ou s'il faut stabiliser la consommation ou s'il faut viser en général ou quelques classes particulières. Et nous avons essayé d'avoir dans la plupart des stratégies une chaîne d'objectifs et de résultats quantifiés dans la mesure du possible. Nous n'approuvons pas les stratégies, donc nous avons essayé. Nous pensons avoir une amélioration, mais bien sûr, il reste encore des améliorations à faire. Les stratégies sont disponibles aussi dans le site de l'Union européenne. Nous les avons traduites, parce que ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce que ça fait en Finlande ou dans d'autres pays dont les langues sont un peu plus exotiques. Et donc, on a une structure commune et une traduction en anglais pour voir et échanger les expériences. Et donc, qu'est-ce qu'on voit des stratégies? Dans cette carte, on voit la couverture du programme. Donc, tous les États membres participent aux deux volets du programme, donc fruits et légumes et lait, dans ce jaunâtre orange, c'est censé être orange. Donc, tous les pays, sauf, comme je disais, le Royaume-Uni et la Suède, qui déjà dans le passé ne participaient pas au programme fruits et légumes. Ce qui est nouveau, c'est que la Finlande, nous sommes très contents, a décidé de joindre le programme fruits et légumes, donc ça c'est une bonne chose, et aussi 3 Länder en Allemagne. La Grèce avait participé à ce programme, mais jusqu'à 2014. Après, pour des raisons particulières, administratives et évidentes, n'avait plus participé. Donc maintenant, elle a rejoint le programme et nous espérons qu'elle en puisse bénéficier dans la mesure du possible. Donc la couverture en termes de distribution de fruits et légumes dans les écoles est plus ample. Par rapport à la classe d'âge, le règlement donne une ample marge de manœuvre aux États membres pour viser
les enfants. Nous avons vu que pratiquement dans tous les pays participants, les enfants des écoles primaires, donc de 6 à 10 ans, sont éligibles dans pratiquement tous les pays. Quelques-uns donnent aussi un peu plus tôt dans les maternelles et ou dans les écoles secondaires. Et dans les écoles secondaires, typiquement, c'est dans des pays qui ont un système avec des écoles spéciales pour les enfants à besoins éducationnels spécifiques. Et donc, dans ces cas-là, ce sont des enfants qui sont plus âgés aussi dans les écoles et ils bénéficient s'il y a cette priorité des fruits et légumes à les écoles. Donc ça, c'est, à notre avis, en ligne aussi avec les recommandations des experts. Le plus tôt on commence, le mieux il est. Donc, comme je disais, les fruits et légumes donnés dans les écoles sont disponibles dans 26 pays. Vous le voyez dans la carte, vert. Et dans quelques pays, c'est uniquement des produits frais. Et dans d'autres pays, où on donne aussi des jus ou des compotes, sont aussi des transformés. Mais je voulais passer rapidement en revue pour dire que la fusion avec le programme lait n'a pas porté à des dilutions des choix vertueux par les autorités de santé dans le passé. Ceux qui donnaient les fruits et légumes frais et uniquement les fruits et légumes frais continuent à le faire. Et donc, ça n'a pas été changé avec l'embrasse mortelle qui était perçue avec les laits. À la limite, on améliore la couverture et on a plus de variétés, comme je disais, en Roumanie. Et ce que nous avons fait, nous avons été plus stricts avec le sucre ajouté pour les fruits et légumes transformés. La législation, en ligne générale, interdit l'utilisation de sucre ajouté dans les produits à donner aux enfants, mais permet des quantités limitées comme exception si les autorités de santé le permettent. Or, nous avons établi dans notre législation déléguée que le niveau admis de sucre ajouté dans les fruits et les légumes transformés est 0. Donc, les enfants ne pourront pas avoir des fruits, des jus de fruits concentrés ou avec de sucre ajouté, ou des compotes ou de purée avec de sucre. Et nous avons plus de transparence sur les peu de cas où on a un peu de sel ajouté et de gras ajouté que de l'huile d'olive extra vierge dans le gazpacho en Espagne et le kraut en Slovénie. Je n'ai pas le temps, mais je voulais vous montrer les pays qui donnent priorité aux achats locaux en rouge ou aux chaînes de consommation courte en jaune ou au bio et d'autres bénéfices environnementaux en vert à droite. C'est la plupart des pays, bénéfices environnementaux par rapport aux emballages. On commence à prendre plus conscience du gaspillage alimentaire et il y a pas mal d'initiatives qui visent ça. Les mesures éducationnelles, très rapidement, on fait, en plus de leçons et séminaires en classe, des activités où les enfants sont plus actifs. Donc, on crée ou on finance la création ou le maintien de potagers, de visites dans les fermes, dans les marchés, dans les musées, des ateliers de cuisine, des ateliers sensoriaux, etc. Et la prochaine intervenante donnera un aperçu des compétitions, des jeux. Dans quelques stratégies, dans pas mal de programmes, on implique aussi les parents et les enseignants, que ce soit dans les cadres de formation, par exemple, ou dans les cadres de visites, ou dans les cadres de brochures et matériel pédagogique sur le bien-être des fruits. Le budget qu'on donne, parce qu'il faut un peu voir les ambitions, les États membres prévoient de mettre plus ou moins 8% de leur budget sur les mesures pédagogiques. Si c'est confirmé, c'est quelque chose de plus significatif, beaucoup plus significatif, parce que dans le passé, malgré le cadre législatif, comme vous pouvez voir, on ne dépensait que 3% de l'argent pour ces mesures éducationnelles, avec quelques exceptions en orange, où vous voyez l'Italie, l'Irlande, la République tchèque
Voilà, j'avais mis l'exemple du Food Radar que vous avez ici, par exemple, dans cette salle, et beaucoup d'autres exemples. Pour conclure, l'implication des autorités et des parties prenantes qui nous tient à cœur. La législation communautaire a imposé aux autorités du secteur agricole de se coordonner avec les autorités de la santé, qui n'était pas le cas pour le programme lait, parce que la liste de produits que les enfants peuvent recevoir dans les écoles doivent être approuvés par les autorités responsables pour la santé ou la nutrition dans le pays. Donc, tout ce que les enfants reçoivent, frais ou transformés, avec ou pas, portion, quantité, qualité, a reçu le feu vert des autorités pour la santé. Pour les autres, nous ne pouvions pas rentrer dans les dispositions nationales sur qui est associé et comment dans les programmes. Nous constatons que dans la plupart des programmes, on a des comités qui associent les nutritionnistes, les représentants des écoles. Je n'ai pas vu des médecins, sauf dans des cas très limités. Par exemple, en Belgique, on a des centres qu'on appelle PMS, des centres psychomédico-sociaux, qui sont responsables de la santé dans les écoles et qui prennent partie à des mesures éducationnelles. Dans quelques pays, les autorités et les parties prenantes ne sont pas du tout impliquées dans la mise en œuvre de ce programme. Et dans d'autres pays, à l'autre extrême, on a des expériences de, par exemple, le ministère de Santé qui dessinent, conçoivent ou mettent en œuvre les mesures pédagogiques ou qui font l'évaluation du programme. Et nous aurons des rapports de suivi sur la première année, beaucoup plus détaillés, en janvier 2019. Donc voilà, je passe outre. On a fait une réunion le 11 octobre avec pas mal de participants, donc autorités de santé, de l'agriculture, représentants des familles, et vous trouverez les présentations et les enregistrements en Europe dans le site. On a constaté que la coopération entre secteurs et entre acteurs différents est quelque chose de très positif pour ce programme. Et effectivement, à la Commission, c'est un petit programme par rapport au budget dans la direction générale dont je travaille, mais qui nous tient tous énormément à cœur, dans ma direction générale, dans la direction générale de la santé, dans la recherche, et nous faisons de notre mieux pour que ça marche. Ça marche de façon globalement positive dans cette première année, avec des mauvais élèves et des bons élèves, et quelques pays doivent augmenter leurs efforts. Nous allons continuer à promouvoir le dialogue entre secteurs, et nous allons réfléchir à la possibilité d'un réseau. Pas pour inventer la rue, on va voir avec les collègues de la Direction générale de la DG Santé qu'est-ce qu'on peut faire, et faire une base de données des mesures et pédagogiques pour diffuser des bonnes pratiques. Vos opinions comme médecins et associations sont plus que bienvenues en termes d'actions de communication, information, et vous êtes les bienvenus à nous contacter ou à liaiser avec les autorités dans les États membres. Merci de votre attention.